une rotation au niveau de la conclusion. Mais sinon, tu as respecté vraiment le plan de signe, diagnostic et traitement. Maintenant, si on revient sur le fond de ta leçon, en fait, intérêt, épidémiologie, les rappels, tout ça c'est bien. Au niveau de la clinique, est-ce qu'il y a des différences entre hépatite B aiguë et hépatite A aiguë? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez vu une hépatite B aiguë dans votre pratique? Parce que le choix de votre description doit être aussi justifié aussi. 1. 2. Les hépatites virales à la phase aiguë, il n'y a pas de spécificité. C'est le même tableau à la phase aiguë. Ce qui fait qu'autant 10 mètres, type de description, hépatite aiguë virale, point. Ou bien tu dis hépatite égale virus A, parce que c'est l'hépatite virale aiguë A qui est la plus fréquente. L'hépatite virale B, c'est plus la forme chronique qui est fréquente. Ce qui fait que ce serait soit tu mets comme type de description hépatite virale aiguë, point, ou tu dis hépatite virale aiguë virale A, parce que c'est là qui est plus fréquent. L'hépatite virale aiguë B, elle est rare. Elle est rare parce que surtout nous dans le contexte, c'est plus souvent une transmission périnatale. Donc, c'est une forme chronique que ça va faire. Rarement, tu verras des enfants qui vont faire des hépatites B aiguës. Rares. C'est des enfants qui sont nés, qui n'ont pas été infectés, n'ont pas été vaccinés, qui en cours dans la vie face l'hépatite B. Cette hépatite va être bruyante. Mais la majeure partie des enfants, comme je les vois à l'hôpital, les enfants de 7, 8, 9, 10 ans qui viennent à l'hôpital pour hépatite, le plus souvent, vous faites l'hépatite B, vous tombez au meilleur des cas, vous tombez sur des anticorps type IgG, mais jamais de IgM, très rarement d'IgM. Ce qui fait que dans les formes aiguës, si vous devez choisir une type de description, prenez l'hépatite A. Dans les formes chroniques, si vous devez prendre une type de description, prenez l'hépatite B ou C. Ou bien vous dites que moi, dans la matière de Ndiakhanaï, je dis hépatite virale aiguë, point. C'est les mêmes symptômes. Tous les hépatites aiguës ont les mêmes symptômes. La phase pré-ictérique, la phase ictérique. Mais ce n'est pas bien de dire hépatite virale aiguë B. Elle existe, mais pas ici, peut-être dans les pays européens, mais ici, elle est rare. On a plus la forme chronique parce que c'est une transmission périnatale qui se fait le plus souvent là. 90% des hépatites dans le contexte, c'est des hépatites de transmission périnatale, donc qui vont évoluer avec plus la chronicité que, en fait, sur le mode aigu. Il faut corriger, soit tu mets hépatite virale aiguë A, ou tu laisses 10 hépatite virale aiguë, point. D'accord, professeur. Maintenant, dans les formes étiologiques, c'est là-bas que tu vas dire l'hépatite virale A. Ben, tu parles de la durée d'incubation qui est beaucoup plus longue. Puis ensuite, tu parles du risque d'évolution vers l'hépatite fulminante. Il n'y a pas d'évolution vers l'hépatite chronique. Mais quand tu parles de l'hépatite virale B, ben, en fait, la forme aiguë, elle est rare, survient chez les grands enfants, ben, non vaccinés et qui n'ont pas été contaminés chez les mères, mais évoluant le plus, ben, en fait, avec guérison spontanée ou évoluant vers la chronicité. OK? L'hépatite E, l'épidémiologie. L'hépatite E est beaucoup. J'ai dit que tu as dit que ça peut avoir des formes graves chez l'enfant. C'est plus chez les femmes enceintes que ça survit, que ça donne des formes graves. C'est très fréquent dans les pays asiatiques ou les pays où on consomme du porc. D'accord. Réservoir, c'est le porc. Ce qui fait qu'en Afrique, c'est un peu l'Égypte. Nous, au Sénégal, on a une fois une épidémie d'hépatite E, c'était à Tamba, dans les zones aurifères. Mais au Sénégal, en Afrique, l'Égypte, c'est un grand pays où il y a beaucoup d'hépatite E. Au Sénégal, c'est rare, mais on a eu une ou deux épisodes d'épidémie à hépatite E. Mais dans les pays consommateurs de porc, la Chine, par exemple, ils ont beaucoup de problèmes avec l'hépatite E. Comme tu as dit, l'hépatite Delta, c'est en fait un virus défectif qui bat toujours avec le virus de l'hépatite B. Ce qui fait que sa prise en charge est égale à la prise en charge de l'hépatite B. Ça, tu as bien dit ça. Transmission aussi, tu as bien précisé, transmission hépatite A, hépatite E. Et c'est féco-oral, transmission de l'hépatite B et C, c'est plus souvent sexuelle parentale. Mais comme là, on parle d'enfants, il faut commencer par transmission mère-enfant. La transmission verticale qui peut commencer. Et puis ensuite, parler des transmissions parentales et autres qui sont rares maintenant. Des produits sanguins,
maternelle souillée, parentale, c'est devenu maintenant rare. C'est materno-fœtale le plus souvent, ou bien horizontale entre les enfants, échange de brosse à dents, ou bien d'autres trucs là. Comme tu as dit aussi dans la définition, c'est les virus alphabétiques et les virus non alphabétiques. Il y a aussi les autres virus que tu n'as pas évoqués, c'est les virus par exemple des fièvres hémorragiques. Les virus exotiques, ça aussi n'a pas parlé, c'est les virus comme Lassa, Marburg et tout ça, qui surviennent en épidémie en Afrique centrale. Oui, j'en ai parlé rapidement au niveau de l'introduction. J'ai cité juste. Mais en Afrique centrale, ils ont de gros problèmes d'épidémie de virus exotiques, notamment soit le Marburg ou les autres virus là. Il faut aussi dire que l'hépatite B, c'est un tueur silencieux. Ça aussi, il faut en parler. On a fait beaucoup d'efforts en épidémiologie au Dakar. On est dans la surprévalence de l'hépatite B à maintenant 8-9%. On est passé de 11 jusqu'à maintenant, on est à 8-10% de surprévalence de l'hépatite chronique B. Mais si on parle de surprévalence, pratiquement 80% de la population sénégalaise ou d'Afrique noire est en contact avec le virus de l'hépatite B. Ce qui fait que surprévalence peut-être 80-90%. Maintenant, hépatite chronique B, on est à 8% actuellement. Alors, tu as aussi bien fait de faire le rappel, surtout de la vitamine de l'hépatite B avec les différents marqueurs. À la surface, il y a l'antigène HBS avec son anticorps. Mais au niveau, il y a ensuite les anticorps anti-HBE avec ces anticorps anti-HBE. Et il y a ensuite l'antigène HBC et l'anticorps anti-HBC. Il y a aussi la charge virale aussi qu'il faudra truc parce que c'est ça qui permet de faire le suivi des virus. Maintenant, deux choses, quand il corrige le type de description, après ensuite, les formes cliniques vont suivre selon l'évolution, c'est les formes chroniques. Tu diras hépatite A très rarement ne donne jamais de forme chronique, hépatite E jamais de forme chronique, hépatite B et C vont donner des formes chroniques. Et là-bas, il y a même un truc, il y a même une figure où on parle des différents pourcentages de l'hépatite B, de guérison et évolution vers la chronicité et ensuite le risque de carcinome, de carcinome. Tu vas voir ces figures-là où quand tu vas parler de l'hépatite B chronique, tu vas parler de l'évolution oncotrique. Le vrai problème que tu as eu, qui devrait être correct, qui devrait être clair dans ce cours, c'est que d'abord l'histoire naturelle que tu as dit, ce n'est pas la bonne histoire. Ça, c'est l'histoire naturelle de l'infection aiguë. Maintenant, en fait, l'histoire naturelle de l'hépatite chronique B, elle évolue en 4 phases. Il y a la phase de sérotolérance, la phase d'immunotolérance, où tu as l'antigène HBE qui est positive, où tu as la charge virale qui est plus ou moins qui est élevée, où tu as des transaminases qui sont normales, et où tu n'as pas de lésion hépatique à la biopsie ni au fibroscan. Ensuite, il y a la phase immunoactive. C'est cette phase qui est une phase d'indication de traitement.